Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode dans la voûte Rouge et Or. Aujourd'hui, dans la voûte, on revit ensemble un événement dans un passé pas si lointain, mais qui sera très intéressant à se remémorer. Je parle de la première et unique conquête du championnat canadien par l'équipe masculine de cross-country Rouge et Or en 2016 sur les plaines d'Abraham. Avec nous dans la voûte aujourd'hui, il est l'entraîneur-chef du club de cross-country Rouge et Or, Félix-Antoine Lapointe. Salut Félix-Antoine. Bonjour. Et il était l'un des vétérans de cette édition championne de 2016. Salut Emmanuel Boisvert. Bonjour. Messieurs, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse revisiter cet événement marquant dans l'histoire du club de cross-country Rouge et Or. C'est une formation qui a fait des pas de géant à votre arrivée, tous les deux en fait, dans l'équipe, à partir de l'année 2011 où Félix-Antoine, tu prends la tête de l'équipe et au moment où Emmanuel, toi, tu arrives en tant que recrue avec le Rouge et Or. Félix-Antoine, comment tu qualifierais la progression du club de ton arrivée en 2011 jusqu'à l'aube de la saison 2016? Ça a vraiment été exceptionnel, puis on a vécu des beaux moments, puis ça a été plaisant de voir l'évolution vraiment accélérée de l'équipe qui, avant 2011, n'avait pas vraiment eu de succès sur la scène nationale dans le passé. On se maintenait en milieu de peloton provincial, puis on a eu la chance d'avoir un bon groupe de jeunes athlètes motivés, avec de l'ambition, qui voulaient vraiment arrêter d'avoir des bons succès provinciaux comme objectif final, mais vraiment viser là, que Laval devienne une des puissances au pays. Puis, ça a bien commencé à partir de 2011 où, par exemple, sur les plaines d'Abraham, justement, on avait terminé 5e par équipe. C'était déjà un pas de géant alors qu'on n'était pas habitué d'être dans les top 10 nationaux. 2012, notre premier podium, puis on a continué d'être une des meilleures équipes jusqu'à la victoire de 2016, encore à la maison, sur les plaines d'Abraham. Vraiment des beaux moments qu'on a vécu avec cette formation-là. Oui, parce que tu l'as dit, 2012, premier podium, c'était votre deuxième place. Ça Oui. a longtemps été votre meilleur résultat de l'histoire parce qu'après ça, il y a eu trois médailles de bronze consécutives en 2013, 2014, 2015. Évidemment, le recrutement, le développement des étudiants athlètes au sein du club, ça a clairement été un point fort. Ça vous a permis d'avoir une profondeur plus que satisfaisante dans l'équipe. Oui, tout à fait. Là, je dirais que le summum en termes de profondeur était probablement entre 2013 et 2016. Nos athlètes là, étaient vraiment dominants sur la scène RSEQ. On a vu des compétitions avec les 10 premiers à franchir la ligne d'arrivée qui étaient tous du Rouge et Or. C'était assez exceptionnel de voir ça. Puis on pouvait compter là, sur plusieurs athlètes qui étaient capables de bien faire sur la scène nationale. Puis vraiment des gens qui avaient des qualités différentes. On avait vraiment des spécialistes de cross-country, comme Emmanuel en est un. Des athlètes qui étaient excellents sur piste en athlétisme puis qui étaient capables de bien se débrouiller aussi en cross-country. Fait on avait des différents spécialistes, puis quand on mélangeait ça, tout le monde ensemble, ça faisait vraiment un très beau groupe. Ça en venait difficile de prévoir lequel ou lesquels allaient être les meneurs de l'équipe, dépendant de quel type de parcours on avait, c'était quoi la distance de la course, où ils étaient dans leur saison respective par rapport à leur objectif de l'année en athlétisme, en cross. Fait il y avait des belles surprises de compétition en compétition, puis plusieurs athlètes capables de tirer l'équipe vers le haut. De ton côté, Emmanuel, tu as vécu ces années-là au cœur de l'équipe, à l'exception de 2014 où tu avais subi une importante commotion cérébrale qui t'avait tenu à l'écart de l'alignement. C'est un sujet d'ailleurs que tu avais abordé dans un blog Ma vie en Rouge et Or, qu'on peut toujours lire sur le site web du Rouge et Or. Si je te demande de te reporter à la fin de l'été 2016, avant le début de la saison de cross-country, tu en es rendu où à ce moment-là dans ta réhabilitation ou plutôt ta progression vers les performances d'avant ta blessure? À ce niveau-là, j'étais rendu au niveau de forme que je devais avoir, que j'étais au meilleur niveau de forme de ma vie que j'étais rendu actuellement à ce moment-là. Dans mon parcours, ça a plus été que quand j'ai eu mon traumatisme en décembre 2013, l'année 2014, ça a été mon retour à la compétition, que ça a été très progressif. Puis rendu au printemps 2015, là, j'étais rendu à une étape que j'étais capable de recommencer à faire des performances qui étaient proches de mes records personnels, mais sans en faire des nouveaux. Ça a été vraiment vers la fin 2015 que là, j'étais au niveau de refaire des performances, en fond, des records personnels. Donc, ça a pris peut-être un an et demi, 2 ans avant de revenir à des performances qui étaient du même niveau ou meilleur que ce que j'étais avant mon traumatisme crânien. Mais rendu au printemps, à l'été 2016, juste avant la saison, il n'y a pas de doute que je suis rendu au meilleur niveau de ma forme. Ouais.
Et puis, ça arrivait au bon moment, évidemment, avec cette saison 2016. Et en prélude à ça, Félix-Antoine, évidemment, comme à chaque année, on se parle avant le début de la saison, on fait un topo complet, on envoie aux médias un communiqué pour leur faire part de quoi s'attendre de l'équipe durant la saison. Puis, encore une fois, évidemment, on savait que le championnat canadien, cette année-là, était à la maison, sur les plaines d'Abraham en novembre. Et déjà avant le début de la saison, tu avais l'air très confiant et tu ne te gênais pas pour le faire savoir. Je te lis une déclaration que tu avais faite en référence à la dernière fois que c'était arrivé, justement, on en a parlé tantôt en 2011. Tu disais que à ce moment-là, en 2011, l'équipe progressait, mais on partait de tellement loin que de terminer 5e était une belle victoire. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit totalement différent. L'objectif n'est pas d'aspirer au podium, mais bien de gagner. Tu avais un bon feeling avec les éléments que tu avais sous la main. Tout à fait. On savait que 2016 était une année spéciale parce que plusieurs de nos éléments clés étaient à maturité à leur 4e ou 5e année d'admissibilité. Ça faisait plusieurs années consécutives qu'on avait fait des podiums nationaux, mais là, on voulait gagner. Puis ça faisait partie un petit peu de la culture de l'équipe, puis autant des objectifs que j'amenais comme entraîneur, mais ce à quoi les athlètes aspiraient aussi, de dire on veut être les meilleurs au pays, on veut pas se contenter d'être sur le podium, on veut pas se contenter d'être les meilleurs au Québec. Il y avait vraiment un bel état d'esprit où tout le groupe là, visait d'être l'équipe championne dès le début de la saison. Puis l'envers de la médaille, c'était peut-être qu'on se mettait nous-mêmes une certaine pression d'avoir cet objectif ambitieux, mais on a été capable de bien négocier avec ça. Comment tu la vivais, toi, cette pression-là, Emmanuel? De mon côté, c'était peut-être plus une pression positive parce que j'avais quand même tendance à bien performer quand on allait en championnat canadien comparativement aux championnats provinciaux, des choses comme ça. Donc, dans mon passé, ça avait fait que là, j'avais plus une pression positive. C'était plus positif comme pression du fait que j'avais hâte qu'on le réalise. Je sentais que l'équipe était prête, puis j'avais confiance en l'équipe. Puis, donc, je me disais, c'est comme quelque chose qui est réalisable, qui serait normal de se réaliser à cette année-là. Et la confiance que tous les deux vous affichiez, elle a été assez rapidement validée en début de saison 2016. Il y a eu une première compétition à Montréal, le McGill Open, dominée par le Rouge et Or malgré l'absence de plusieurs vétérans. Puis l'invitation Vert et Or à Sherbrooke où, Emmanuel, tu as terminé premier dans une course assez serrée. Qu'est-ce que tu te souviens de cette course-là? Ce que je me rappelle de cette course-là, c'est que Yves avait une tendance, Yves étant notre gros coureur de cette saison-là, qui a été champion canadien, justement. Mais Yves, il avait une tendance à, je ne sais pas pourquoi, mais aller aussi vite à les montées que les descentes, on pourrait dire. Donc, c'est un parcours qui commençait avec une grosse montée, puis qui terminait avec une bonne descente, puis qu'il restait peut-être après ça un 400 mètres de plat qui zigzaguait. Donc, ça, moi, je me rappelle, c'est que on partait, puis là, Yves, dans montée, il fallait qu'on s'accroche vraiment à lui pour être capable de monter à la même vitesse qu'il allait. Puis après ça, dans la descente, c'est comme lui qui paniquait un peu en train de se dire je peux pas croire qu'Emmanuel peut descendre aussi vite que ça, c'est comme pas réalisable. Donc là, je me rappelle qu'on y allait stratégiquement en début de saison, d'y aller vraiment progressivement au niveau de la course. Donc la première moitié de la course était vraiment stable au niveau de la vitesse, qu'on restait plus avec les autres meneurs de ton. Puis à partir de la mi-course environ, on commençait à accélérer puis à décrocher le peloton. Puis à s'échapper comme ça. Puis je me rappelle, il m'a dit qu'il faut vraiment en dernière descente, jouer avec Yves, puis que j'accélère énormément. Je veux essayer de créer un petit écart avant le dernier 400 mètres. Puis ce que j'avais réussi, sauf que Yves revenait vraiment vite sur moi sur le dernier 400 mètres sur le plat. Puis il y a eu une petite confusion à l'arrivée que à la fin de la boucle, il fermait la boucle avec un ruban pour nous faire plusieurs boucles. Sauf que quand nous on est arrivés, c'est comme s'il s'attendait pas à ce qu'on arrive aussi vite. Puis il n'avait pas encore enlevé le ruban. Donc là, il y a comme Yves qui a sauté par-dessus le ruban, moi qui a comme contourné, puis qu'au final, il restait peut-être 30 mètres qui a contourné à cet endroit-là. Donc, j'ai terminé juste au devant de Yves qui était vraiment sur mon épaule, juste à côté. Puis que finalement, ils ont décidé de me donner la victoire, mais c'était vraiment une décision qui était difficile à prendre. C'était sa première course officielle avec le Rouge et Or, ce petit nouveau-là, Yves Sikubwabo. Évidemment, pas un nouveau sur le circuit, un transfert de l'Université Guelph, un étudiant athlète bien spécial. Félix-Antoine, tu le savais évidemment en l'amenant chez nous, tu ajoutais à ta formation un élément clé, mais à quel point tu avais perçu le genre de domination qu'il allait offrir? C'est sûr qu'on savait qu'Yves allait probablement être notre coureur vedette.
quand on regarde ça après coup, quelques années plus tard, j'aurais pas nécessairement pu prévoir qu'il allait être aussi dominant avec ses victoires individuelles aux championnats nationaux de 2016 et 2017. Ces années à Guelph, il était dominant, il était souvent dans les 10 meilleurs au pays, mais il n'avait jamais été médaillé individuel. Donc, il a vraiment, lui aussi, trouvé une façon d'élever son jeu d'un cran, de progresser, puis d'être dans un niveau de forme exceptionnel lors de ces 2 années à Laval. Puis ça a donné une confiance à toute l'équipe là, en 2016, parce qu'on savait qu'on était à maturité, qu'on était l'équipe favori, mais là, en plus, on amenait un transfert vedette qui faisait qu'on avait une équipe pratiquement imbattable là, sur le circuit universitaire. Comment il s'est intégré au sein de l'équipe, Yves, Emmanuel? Est-ce que la chimie s'est fait rapidement? Au début, ce qui était plus difficile, je pense, c'est que Yves avait ses habitudes, un peu ses manières de fonctionner, que là, il devait adapter à l'équipe, qu'elle a toujours fonctionné ensemble, toujours eu ces liens qui étaient bien établis. Puis là, ça veut dire qu'il a fallu qu'il s'adapte à l'équipe, mais que nous, on s'adapte en même temps à Yves. On a quand même une bonne ouverture d'esprit, mais c'était quand même facile pour la majorité de l'équipe de se mettre à comprendre Yves au-delà de la saison comme on avançait petit à petit. Mais c'est de ses habitudes, ça juste avec le dernier qui arrive sur la ligne de départ avant la course, avant que le départ soit donné. Donc, ça pouvait arriver des premières courses que tout le monde se regarde en disant « Où Yves? Vas-tu être là? C'est quoi qui se passe? » Il est encore en train de s'échauffer. On comprenait pas exactement. Tandis que nous, on a l'habitude d'arriver environ 5 minutes avant sur la ligne de départ. Mais 15 secondes avant, 30 secondes avant le départ, Yves était toujours présent. Donc, c'est un peu qu'au début, il y en a certains qui peut-être sentir un petit stress du fait que Yves n'était pas présent à côté d'eux 5 minutes avant. Sauf que petit à petit, au-delà de la saison, on s'habituait à ce que ce soit normal que 30 secondes avant, il va arriver en arrière de tout le monde, puis il va être là, puis il va prendre part à la course, puis tout va bien se passer. Après la course à Sherbrooke, on a eu un avant-goût de ce qui s'en venait sur les plaines d'Abraham avec l'invitation Rouge et Or, une compétition que Yves a justement complètement survolée. Si Boisbeau t'avait devancé, Emmanuel, te rappelles-tu de combien de secondes? Ça devait être d'une vingtaine de secondes. Je ne sais pas exactement, as-tu le résultat? De 8 secondes. De 8 secondes, puis Félix-Antoine, probablement que tu vas t'en souvenir aussi. Je me rappelle, moi, l'avoir vu franchir le fil d'arrivée, tout sourire, en pleine forme. On aurait dit qu'il lui restait de l'énergie pour courir un autre 10 km. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez réalisé que vous aviez vraiment un vrai pur sang au sein de l'équipe? Oui, puis aussi un coureur qui était très à l'aise sur le parcours exigeant des plaines d'Abraham. Souvent, les compétitions de saison régulière, chez les hommes, les distances aux nationaux puis aux provinciaux, c'est 10 km, mais règle générale, on fait des distances un peu plus courtes dans la saison régulière, souvent 8 km. Mais cette année-là, je tenais à ce que l'invitation Rougeard soit un 10 km pour vraiment avoir une préparation là, spécifique aux nationaux. Donc, ça faisait que tôt dans la saison, ou du moins à mi-saison, c'était un parcours très exigeant, plusieurs côtes, 10 km. C'était un gros effort, puis c'était pas tout le monde qui était content de voir ça au calendrier, mais cette journée-là, Yves nous avait démontré qu'il y avait tous les atouts nécessaires pour briller sur ce parcours-là, ce qu'il a d'ailleurs fait quelques semaines plus tard aux Nationaux. Ouais. Avant ça, Siku Boisbeau avait remporté la compétition interconférence à Fredericton, aussi au Nouveau-Brunswick, devant Igor Bougnot. Emmanuel, tu avais terminé au pied du podium cette course-là. Et vient ensuite le championnat RSEQ à Lennoxville. Un succès incroyable, un score parfait de 15 pour le pointage d'équipe parce que non seulement les 5 premières positions qui donnent des points, dont Yves en première place, ça vous appartient, mais les 10 premiers à franchir le fil d'arrivée portent du rouge et or. Une telle domination, c'est assez rare, merci, hein, Félix-Antoine? Oui, c'est vraiment rare. Puis il y avait quelque chose de spécial, comme on l'a dit, dans cette équipe-là. Puis les championnats provinciaux, ça a été un bon test parce que la température, la météo, là, elle était vraiment difficile. C'était froid, venteux, pluvieux. Puis malgré ça, l'équipe était en mission, puis tout le monde s'est surpassé. T'sais, on savait qu'on, dans une certaine mesure, on n'était pas en danger de remporter le titre provincial. Puis on aurait peut-être pu voir dans des conditions difficiles comme ça l'équipe faire le minimum pour gagner. Mais non, tout le monde donnait son maximum. Tout le monde était dans un état d'esprit spécial. Puis tout le monde aussi voulait prouver qu'il méritait sa place pour les championnats nationaux parce qu'on sait qu'à partir des nationaux, on peut seulement aligner 7 coureurs par équipe. Donc, il y avait une compétition à l'interne pour mériter sa place en quelque sorte aux championnats nationaux. J'ai dit que les 10 premiers au championnat du RSEQ venaient de Laval et on aurait probablement parlé des 11 premiers
n'eût été de la blessure que tu as subie, Emmanuel, tu n'avais pas complété la course. Hein? Non, dans le fond, dans les semaines après l'interlock, aussi qui avait été cité du podium, je m'étais tordu la cheville en me battant dans un jog. On avait tendance des fois dans les jogs de groupe à dire des niaiseries puis rire ensemble, bien entendu. Puis là, j'avais juste pas vu le trou qu'il y avait dans l'asphalte. Fait que là, j'étais tordu la cheville. Puis ça avait créé comme justement le principe que j'avais pas été capable de m'entraîner adéquatement pendant un certain temps. Puis là, j'avais décidé, à l'interlock, j'avais porté un taping au niveau de ma cheville, puis j'avais décidé de pas le porter. Non, ça, j'avais porté une chevillère, puis j'ai décidé de pas porter de chevillère aux provinciaux, parce que je me disais, ben là, ça fait quand même un certain temps, puis je me sentais pas à l'aise avec la chevillère en tant que telle. Puis là, vu que c'était pluvieux, c'était boueux, c'était sur un terrain de golf, il y avait quand même à certains endroits des trous, on peut dire que ça accumulait de l'eau. Moi, j'étais quand même en confiance dans ce type de parcours-là. Normalement, je performe bien quand c'est dans ce type de parcours-là. Puis, je me sentais vraiment à l'aise, puis je me sentais vraiment confiant. Puis, il y a une fois mais ça faisait que j'étais peut-être moins sécuritaire. Puis, une fois que je portais pas attention, j'attaquais le parcours, puis j'ai mis le pied dans un trou. Puis je me suis tordu à la cheville, fait que j'ai dû comme abandonner la course parce que je me disais, j'ai fait quelques foulées, puis je me suis dit, ben là, j'ai mal. Je me disais, ben je vais pas prendre la chance de l'empirer si jamais, parce que 2 semaines plus tard, c'est le championnat canadien qu'on avait sur les plaines. Donc, je me disais, je vais prendre le guess de pas terminer la course. J'ai confiance que les autres membres de l'équipe vont faire la performance qu'on peut venir. Mais je me trouvais, c'était plus sécuritaire que j'abandonne la course à ce moment-là. Félix-Antoine, après cet énorme succès au championnat provincial, tu en as glissé un mot tout à l'heure. Là, il faut que tu prennes une décision importante. Qui seront tes 7 coureurs partants pour le championnat canadien? Parce que, comme tu l'as dit, puis même si c'est à la maison, c'est pas tout le monde qui peut participer. Les équipes doivent en choisir 7. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Ah, ça a été difficile, puis encore à ce jour, quand j'y repense, c'est probablement été une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma carrière comme entraîneur. On avait une règle à l'interne que les 5 premiers de l'équipe au championnat RSEQ se méritaient une place automatique. Donc, évidemment, on a respecté cette règle-là. Il restait deux choix, entre guillemets, discrétionnaires de l'équipe d'entraîneurs. Puis, on avait plus ou moins 5 gars qui méritaient tous leur place, puis qui, dans toutes les équipes au pays, ils se seraient qualifiés dans le top 7. Mais malheureusement, on a dû en laisser 3 de côté lors du championnat. Décision difficile, mais ça fait aussi partie du mandat d'un entraîneur parfois d'avoir à prendre ces décisions difficiles-là. Puis les 2 choix discrétionnaires, appelons-les comme ça, s'était arrêté sur Emmanuel parce qu'il n'avait pas complété la course, Emmanuel Boisvert, puis donc il n'était pas dans les 5 premiers de l'équipe au championnat provincial. C'était sûr que c'était un athlète là, qui méritait sa place, qui était avec l'équipe depuis les débuts, puis qui avait toujours bien fait au championnat national. Donc, par contre, il y avait un certain risque à faire ce choix-là de par sa blessure. Hein. On avait une petite incertitude. Puis, le 7e coureur, en plus des 5 premiers à prendre le départ, mon choix s'était arrêté sur Igor Bougnot, un athlète français qui était en échange pour 1 an avec nous, puis qui a apporté son grain de sel au sein de l'équipe, qui avait entre autres bien fait, comme on l'a dit plus tôt, à la compétition interconférence, plus tôt dans l'année en terminant 2e derrière Yves. Mais c'est sûr que ça a été crève-cœur de laisser de côté aux nationaux des athlètes comme Nicolas Morin, comme Vincent Ouamé, comme Jonathan Tedeschi, qui avaient tout ce qu'il faut eux aussi pour bien faire sur la scène nationale. Ça fait des heureux, ça fait des déçus, c'est certain. Et comment tu l'as présenté aux étudiants athlètes, cette décision-là? J'ai rapidement confirmé la sélection d'Emmanuel et des 5 premiers au championnat provincial. Donc, il y avait 6 coureurs qui méritaient leur place. Puis, pour le 7e choix, ça s'est joué avec Igor, Nicolas Morin et Vincent. Puis, j'ai décidé de prendre la décision plus ou moins à 1 semaine des championnats, c'est-à-dire de voir comment il évoluait à l'entraînement pour me laisser un petit peu plus de temps de prendre la décision. Puis, c'est sur quelques jours avant, là, j'ai tranché puis j'ai décidé d'y aller avec Igor comme dernier coureur. Puis, au risque de me répéter, c'était crève-cœur comme décision, mais ça vient démontrer à quel point on avait de la profondeur puis à quel point laisser de côté des athlètes de cette qualité démontrait qu'on avait vraiment eu une cuvée exceptionnelle en 2016.
Maintenant que les décisions sont prises, il faut se mettre à la tâche. Dans le sport, on dit toujours que le fait de jouer à la maison est un avantage. À quel point vous avez profité de cet avantage-là pour le championnat canadien? Bien, je dirais, de par la particularité du parcours sur les plaines d'Abraham, qui est dans les plus difficiles sur lesquels où on tient des compétitions, à cause qu'on le connaissait très bien, qu'on avait fait plusieurs entraînements sur ce parcours-là, il y avait un petit avantage de bien gérer notre énergie dans la course, savoir c'était quoi les moments exigeants, comment gérer l'effort, d'avoir vécu une compétition de ligue pendant la saison sur le parcours avec la même distance, 10 km. Ça faisait qu'on était vraiment prêts. Puis, il y avait vraiment une belle ambiance aussi le jour de la compétition. Beaucoup de spectateurs, du moins beaucoup plus qu'on a l'habitude pour une compétition de cross-country, de voir plusieurs centaines de spectateurs se déplacer, courir tout le long du parcours pour encourager les favoris locaux de Laval. Ça créait vraiment quelque chose de spécial. Là, Emmanuel peut peut-être partager comment il l'a vécu la journée de la course, mais j'ai rarement vu une compétition de cross-country avec une ambiance comme ça là, dans ma carrière. Et moi, l'autre moment qu'on l'a vécu sur les plaines, c'était en 2011, à ma première année. Sauf que à cette journée-là, il y avait quand même une tempête de neige qui est qui est vraiment le contraire de ce qu'on avait eu en 2006, ce qu'on a eu en 2016, qui était vraiment une très belle journée. Fait que là, je pense qu'il y avait ça qui faisait en sorte qu'il y avait plus de spectateurs qu'il y aurait eu dans un autre championnat canadien comparativement à 2011. Mais vraiment, tu sais, sur le parcours, tu entendais juste des encouragements pour Laval. On dirait qu'il y avait juste nos spectateurs qui étaient là. Puis ça nous craquait, ça nous motivait. Et en même temps, tu entends comme quasiment juste crier à toutes les fois parce que ce qui est le fun sur les plaines, c'est que c'est un peu que les spectateurs peuvent facilement bouger d'un côté à l'autre, puis devenir vraiment encouragés, puis d'être toujours être présent, puis toujours voir ce qui se passe. Donc, ça reste quand même qu'en plus, ben, les spectateurs, c'est comme s'ils embarquaient un peu dans le game encore plus parce que là, ils voient qu'est-ce qui se passe, ça les motive, eux aussi sont craqués, puis ils voient comment que l'équipe, dans le fond, comment que l'équipe va, comment que l'équipe progresse, tandis que nous, en tant que coureurs individuels, tu le sais pas, voir, OK, ben, est-ce que Yves il est bien dans le top 5 en avant? Est-ce que j'ai quelqu'un en arrière que j'ai pas vu puis qui va pas bien ou des choses comme ça? Tandis que les spectateurs, eux, voyaient au fil de la course comment que ça progressait. Puis nous, à l'interne, ben, ça faisait sûrement qu'ils nous motivaient encore plus par leurs encouragements et par ce plaisir-là. Comment ça se passe le matin de la course, Emmanuel? Vous êtes en groupe, en équipe à l'hôtel, j'imagine? Vous êtes nerveux? Vous êtes confiant? C'est quoi le feeling? Ben, je pense que les deux volets. On est nerveux et confiant en même temps parce qu'on sait qu'on a une très forte équipe. C'est juste que tant que tu le fais pas au jour J, il n'y a rien qui prouve que tu peux être champion canadien. Mais là, on le savait qu'on avait une équipe qui était forte. Justement, quand Félix parlait tout à l'heure de la belle cuvée qu'on avait, que malheureusement, il y a certains coureurs qui étaient de très haut niveau qui pouvaient pas participer au championnat canadien vu que c'était simplement ce coureur d'équipe qui pouvait courir. Tu considères que avec ce niveau-là de performance des athlètes, ben, il y a de très fortes chances qu'on soit dans le fond, médaillé. Puis, si chacun livre la performance qui est supposé livrer, ben, qu'on serait champion canadien. Donc, il y avait ça, sauf que oui, il y a aussi le stress de dire, ben, si finalement, il y a une chose qui va mal, si moi, ma cheville, que je m'attends encore puis que finalement, je dois abandonner, ben, il faut que quelqu'un d'autre en arrière soit capable de reprendre la position que dans ma tête, moi, je me disais que j'allais avoir. Donc, mais il y avait quand même vraiment une confiance au sein de l'équipe puis qu'on était prêt justement à performer cette journée-là. Le côté stress, Félix-Antoine, est-ce qu'il vient peut-être aussi du fait que là, contrairement, corrige-moi si je me trompe, mais contrairement aux autres années, là, vous êtes favori. Là, c'est vous là, qu'on regarde, puis vous avez eu une saison parfaite, vous êtes à la maison. Le stress vient de là aussi un peu, j'imagine? Oui, tout à fait. On était premier au classement national à peu près toute la saison. C'est sûr que ça venait mettre une pression supplémentaire. Puis comme je l'ai dit plus tôt, probablement que le plus gros de la pression, il venait de l'équipe à l'interne parce qu'on savait que c'était notre opportunité. Certains des éléments clés de l'équipe, comme Emmanuel, comme Alex Ricard, comme Benjamin Raymond, c'était leur 5e année d'admissibilité. Donc, on savait que dans une certaine mesure, c'était un peu là ou jamais.
bien qu'on avait encore une excellente équipe l'année suivante, en 2017, là, mais on savait que c'était là qu'on était à maturité. Les astres étaient alignés, c'était chez nous, on avait eu une saison parfaite. Donc, il restait juste à livrer la performance ultime, ce que les gars ont été capables de faire. En même temps, il y a aussi le fait que, par exemple, Igor, en sachant que c'était un choix des dernières minutes entre lui, Nicolas Morin puis Vincent Ouamé, je me dis que si lui ne performait pas bien cette journée-là, sûrement que les gens n'auraient peut-être plus parlé du choix difficile, puis auraient peut-être plus remis en question par après. Donc, il y avait forcément un stress à ce niveau-là, sûrement de performance au niveau de Igor, puis en même temps peut-être au niveau de Félix pour un peu confirmer son choix qu'il a fait. Mais Igor a sorti la grosse course qui devait sortir à cette journée-là. Donc, comme tout le monde a comme reconfirmé, mais c'est certain que ça devait apporter une certaine pression parce que si cette journée-là, tu fais pas la course que tu devrais faire, ben, il y avait 3-4 autres gars qui auraient pu faire cette course-là. L'heure de la course approche. Là. Emmanuel, qu'est-ce qui se dit dans votre caucus d'équipe avant la course? Est-ce que Yves est là à ce moment-là ou il arrive encore dernière seconde? Yves est là, sauf que moi qui n'ai pas là à ce moment-là parce que je suis dans l'attente de physio en train de me faire un taping pour faire la course. Puis, je me rappelle qu'à donné, il y a Félix qui est arrivé dans la tente en train de bouillir pour me dire de me dépêcher pour venir faire le caucus pour pouvoir jaser. Mais non, tout le monde était prêt, tout le monde avait hâte. C'est là que Félix a fait son speech d'avant-course. Puis ça consistait en quoi, ça, Félix? Qu'est-ce que tu leur as dit avant la course? Ben, si je peux me remémorer là, ce matin-là, cette journée-là, l'équipe puis moi, on avait dormi à l'hôtel au Concorde près du parcours. Puis le matin, en me levant, moi, j'avais été marcher le parcours, tu sais, toute seule, en solitaire, en visualisant un peu comment la journée allait se passer. Puis j'étais vraiment dans un état d'esprit, là, un beau mélange de stress puis de confiance comme entraîneur. Puis après cette marche du parcours-là, j'étais encore plus confiant que jamais en me disant, regarde, les athlètes sont prêts, on a fait tout ce qu'on avait à faire pendant la saison. Puis je voulais faire attention à pas démontrer un excès de confiance aux gars, puis à pas démontrer un excès de nervosité aussi. Là. Fait que je prenais mon rôle au sérieux de leur livrer un beau dernier message, de profiter du moment, que c'était pas tout le monde qui avait la chance d'être dans une équipe de cette qualité-là durant sa carrière universitaire, puis de vivre un championnat canadien à la maison, une année où tu es favori, puis de bien faire les choses en profitant de l'opportunité qui s'offrait à eux, qui était pour plusieurs là, un des moments sportifs les plus importants de leur carrière. Je veux qu'on parle de stratégie un peu, Félix-Antoine. C'était quoi ton plan de match pour cette compétition ultime? Oui, de par le fait qu'on connaissait bien le parcours, on ne voulait pas un début de course trop audacieux. Parce qu'on a déjà vu dans le passé sur ce parcours-là, sur les plaines d'Abraham, de par le fait qu'il est très coûteux, des équipes partir trop vite puis avoir de la difficulté. Donc, c'était de faire le premier quart, le premier tiers de la course de façon relativement conservatrice, puis après ça, progressivement accélérer, puis vouloir se positionner aux alentours de la mi-course, de déjà être environ à la position à laquelle on aspire. Hein. Puis, pour ceux qui connaissent moins le cross-country, c'est la position des 5 premiers de l'équipe qui est additionnée pour donner un pointage. Puis plus ton pointage est bas de par le fait que les athlètes ont un rang qui est bas, mieux c'est. Puis on s'était donné un peu comme objectif que si on réussit à placer nos 5 premiers dans les 20 meilleurs au pays, statistiquement, c'est à peu près gagné, connaissant la force des autres équipes qui étaient là. Puis rapidement, autour de la mi-course, on avait 5 coureurs qui étaient grosso modo dans le top 20. Donc, je dirais que quelque part entre la moitié puis le 2 tiers de la course, là, sur un 10 km, disons autour du 6e kilomètre, là, quelque part dans le coin de ma tête, j'étais là, OK, c'est réglé, on l'a. Là. Donc, les gars avaient vraiment fait ce qu'on s'était dit. Puis Yves, lui, avait peut-être été encore plus audacieux que la commande, alors que d'habitude, lui, il aimait partir de façon très conservatrice, alors qu'on s'était dit, un peu après la mi-course, tu pourras viser de t'échapper, d'être seul devant, mais il l'avait fait avant le 5e kilomètre, donc avant la moitié de la course, il était déjà parti en échappée. Ça, je me rappelle que je me posais des questions, mais en même temps, je me disais, il est tellement prêt, il est tellement en forme, il sait ce qu'il fait, il se sentait bien, go, laisse-le faire, puis c'est ce qu'il avait bien fait, puis il avait remporté la course de façon assez
spectaculaire parce que ça arrive à l'occasion des échappées tôt comme ça pour la tête, puis un athlète qui gagne, mais souvent, c'est plutôt dans la deuxième moitié de course, alors qu'au début, il y a un peloton à l'avant. Mais non, Yves, cette journée-là, c'était sa journée, puis rapidement, il s'était échappé seul devant en tête. Comment tu la vis, toi, cette course-là, Emmanuel? Est-ce que Félix-Antoine, lui, a une vue d'ensemble. Toi, est-ce que tu as un feeling à un moment donné que ça se passe vraiment bien pour l'équipe durant le parcours? Mais c'est difficile à dire dans la course parce qu'en tant que tel, oui, tu entends les spectateurs crier, tout ça, mais tu n'as pas un moment que tu peux dire ah, c'est sûr qu'on l'a. T'es une scène de peur qui est sur le parcours en même temps. Et c'est très condensé, c'est très. Si tu ralentis de 2 secondes, il y a 3-4 coureurs qui t'ont passé. Donc, c'est comme difficile de savoir tes coéquipiers sont placés où. Oui, dans la première moitié, tu vois, souvent, c'est un petit peu plus peloton. Tu le vois, mais après ça, au moindrement que ça se sépare, mais tu sais pas trop son où en arrière, tu sais pas trop son où en avant. Mais en même temps, les spectateurs étaient positifs, tout se passait bien. Les commentaires qu'on recevait, c'est que la part des gens qu'on connaissait peut-être un petit peu plus, ils faisaient des commentaires des fois plus personnels, puis ça montrait que ça allait bien. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avais pas nécessairement la meilleure course de ma saison et de ma carrière. Donc, de mon côté, c'est plus je voyais que je perdais des rangs, que je n'étais pas placé nécessairement à l'endroit que je voulais être. Fait que ça m'inquiétait un peu durant la course, voir que ma performance nuise à l'équipe et ça ait un impact à ce niveau-là. Mais sinon, en général, tout était comme positif autour de nous. Donc, mais c'est difficile à l'interne de savoir si l'équipe va vraiment bien ou si l'équipe va mal. Parce que c'est pas vraiment les autres sont placés où. Évidemment, toi, Félix-Antoine, tu le sais. On a parlé de Yves qui a remporté la course, Antoine Thibault qui arrive 5e, suivi d'Alexandre Ricard 6e. Emmanuel, toi, tu arrives en 17e place. Comment tu te sens en complétant l'épreuve? C'est ta dernière en carrière avec le Rouge et Or, puis tu vois probablement un peu plus rendu à l'arrivée que c'est plus positif que jamais. Comment tu te sens à ce moment-là? Oui, oui, j'avais une petite déception interne au niveau de ma performance personnelle par rapport à mes autres performances que j'ai eues dans ma carrière universitaire. Mais c'était tellement un beau moment, c'était juste positif. Tout le monde se prenait dans les bras, on était tout contents. Puis là, tu te rends compte que oui, il y a Yves, il y a Antoine, il y a Alex, il y a tout le monde qui est en avant. Donc là, ma position n'est pas, même si exemple, si en étant dans le top 20, avec ces coureurs-là aussi en avant, forcément, mais la stratégie qui était avec le calcul mathématique, on disait que faire 5 coureurs dans le top 20, forcément, on a réussi sûrement l'objectif. Ça me surprendrait qu'il y ait une équipe qui ait fait mieux que ça. Donc, c'est ça que je me disais en arrivant. Donc, c'était vraiment juste on profitait du moment. Puis la petite déception interne, elle s'est plus passée par après, quand j'ai repensé, mettons, là, c'était la fin de ma 5e année universitaire. Quand je revoyais mon circuit, là, je me disais, ça aurait été peut-être un peu plus fun de finir une course que là, pour moi, individuellement. Mais au final, c'est que ça reste tout c'est des beaux souvenirs, un très beau moment. Puis, je suis vraiment content d'avoir vécu ça avec cette blague-là. Puis, à l'arrivée, c'était juste tout le monde était bien heureux. Là. Si je peux me permettre d'en rajouter rapidement, Emmanuel, c'était particulier pour lui parce que dans les années précédentes, il était souvent le premier ou le deuxième de l'équipe. Fait que c'est sûr qu'il avait un rôle qui était peut-être différent cette année-là aux nationaux, de par le fait qu'il y avait eu des blessures dans les semaines avant. Il était peut-être pas à 100% de son niveau de forme, puis capable d'aspirer à un top 10 comme il a déjà fait aux nationaux. Mais j'étais quand même tellement content pour lui qu'il puisse terminer sa 5e année avec une victoire d'équipe, en étant dans le top 5 de l'équipe, en ayant réussi le top 20, puis d'avoir cette fameuse médaille d'or-là, parce qu'il était un peu dans la première génération qui ont permis cette progression-là en étant recrue en 2011. Donc, c'était le seul athlète qui a vécu les nationaux de 2011 et de 2016. Puis, j'étais content qu'il ait pu avoir un leader de l'équipe comme Manu qui puisse goûter à cette victoire de 2016-là de par son rôle important dans la progression de l'équipe. En même temps, ça veut continuer aussi d'enligner que c'était un peu quasiment une blague, comme de quoi qu'aux provinciaux, des fois, je terminais 5e, mais pourtant que
je terminais premier coureur du Québec rendu au championnat canadien. Donc, ça montrait que je sortais une grosse course dans le fond, quand ça devenait important, puis on peut dire que l'équipe avait besoin de moi. Sauf que là, ça venait comme un peu la blague de la fois que l'équipe avait pas nécessairement besoin de moi aux nationaux, de sortir la grosse course. Je n'ai pas sorti la grosse course. Tu as parlé de l'objectif de 5 coureurs dans le top 20. C'est exactement ça qui est arrivé. Danny Racine a terminé en 20e place, précisément. Donc, ça venait, à toute fin pratique, confirmer vos chances. Benjamin Raymond, après, 35e. Igor Bougnot, 37e sur 162 coureurs. Parlez-moi du moment exact où vous avez eu la confirmation que vous aviez gagné. Je me rappelle que c'était Anthony Larouche au micro, l'annonceur, qui était un des anciens de l'équipe qui avait vécu les podiums 2012-2013, qui l'a annoncé au micro lorsque c'était officiel avec le pointage. Puis Trinity Western terminait 2e et Western 3e. Ça d'ailleurs, c'était des surprises puisqu'on attendait plus un duel avec Guelph et avec Victoria, qui étaient les équipes favorites avec nous. Donc, ça démontre encore une fois l'aspect parcours qui avait un impact. Les équipes qui ont mal négocié ce parcours-là n'ont pas réussi à performer à la hauteur de leur potentiel. Puis le petit avantage qu'on avait en le connaissant bien. Mais non, c'était un moment vraiment spécial, euphorique. Puis tout le monde était sur un nuage. Puis on était content de pouvoir vivre ça avec toute l'équipe. Mais aussi, comme j'ai dit, toute la communauté. Il y avait plusieurs anciens qui était là en 2011, 12, 13, qui, de par le fait que c'était à Québec, qui était aussi content que l'équipe actuelle de voir leurs anciens coéquipiers de l'emporter. Fait que, je pense à un Charles-Philibert Thibouteau, un Anthony Larouche qui était là puis qui était aussi fier et content que tous les coureurs qui avaient participé à l'épreuve. Puis non, des belles photos souvenirs de champagne et de célébration qu'on va garder en tête toutes nos vies, je pense. Ouais. Toi, Emmanuel, quand Anthony Larouche annonce officiellement que le Rouge et Or de l'Université Laval est champion canadien, qu'est-ce que tu vis? Bien, c'est sûr que déjà, on avait une idée en tête que c'était sûrement le cas en voyant les positions d'arrivée. Puis Anthony n'est pas quelqu'un qui a tendance à faire des cachotteries. Il peut le dire quand même très ouvertement ce qui se passe. Puis, donc, dès que les 5 coureurs étaient rentrés, c'était comme s'il annonçait presque déjà au micro que ça pouvait déjà être la victoire de Laval, sans avoir les résultats officiels. Donc, déjà là, on vivait quand même la grosse euphorie, mais c'est juste quelqu'un qui l'a annoncé. C'est là que ça a plus... que tout le monde a eu le droit, on pourrait dire, de célébrer ouvertement la joie qu'il vivait. Donc là, c'est là que justement tous les anciens coureurs joignaient à nous. On a la chance vraiment que Laval, on avait une ambiance d'équipe qui était développée, qui était vraiment très forte et très proche. Donc ça veut dire que justement les anciens coureurs vivaient autant le plaisir que nous on pouvait avoir face à cette victoire-là. Puis ça, je me rappelle comme Félix dit, c'est le champagne la fois qu'on a renversé le Gatorade, mais je pense que c'était de l'eau, je pense pas que c'était du Gatorade, mais c'est Félix, de pouvoir célébrer ça ouvertement, c'était vraiment un beau moment. Tu parlais de belles images, c'est effectivement ça, c'est vers ça que j'allais. Au football, on a la douche de Gatorade, toi, ça a été la douche de bouteille d'eau. Ouais, c'est des beaux souvenirs, puis on était tellement contents. Puis comme je l'ai dit, c'était spécial comme année parce que dès le mois de septembre, on se mettait beaucoup de pression à l'interne en disant on va vers la victoire nationale, puis là, de le vivre, voir comment ça avait été une course presque parfaite. On avait gagné par une grosse marge. On a parlé de Yves, on a parlé d'Emmanuel, mais je m'en voudrais de ne pas souligner Antoine Thibault, qui, lui, toute sa carrière était un spécialiste d'athlétisme sur piste, puis qui a fait de la misère à rendre son potentiel exceptionnel sur la piste, sur un parcours de cross-country, mais cette année-là, il l'a fait de façon exceptionnelle, puis ça démontre à quel point tout le monde était engagé vers cet objectif commun-là. On avait un coureur étoile, Yves, qui était favori, qui a gagné, qui a fait ce qu'il avait à faire, un gars qui était excellent sur piste comme Antoine, qui a prouvé que même en cross-country, qui n'était pas sa spécialité, il contribuait à la victoire d'équipe, puis des gars spécialistes de cross-country qui sont peut-être un peu moins dominants sur la piste, comme Alex Ricard, comme Emmanuel, comme Danny Racine, qui livrent leur meilleure performance à vie au niveau national quand ça compte. Fait que, tout le monde avait sa part là-dedans. Puis là, j'ai nommé les 5 premiers, mais on n'oublie pas Benjamin, Igor, puis tous ceux qui avaient les capacités aussi
qui aurait pu permettre à l'équipe de gagner, mais qui était sur les lignes de côté de par le fait qu'on c'est 7 coureurs maximum. Fait que, tu sais, tout le monde a fait sa part toute l'année. C'était vraiment des beaux souvenirs. Puis, je me considère choyé d'avoir pu coacher cette formation magique-là, entre guillemets, surtout une année avec les championnats nationaux à la maison. Là, c'est vraiment spécial ce qu'on a vécu en 2016. Manuel, toi, quand tu regardes ta carrière, ça représente quoi dans tes souvenirs, cette victoire de championnat-là? Mais c'est comme la suite de la carrière. J'étais arrivé première année, j'avais déjà quand même bien fait pour une recrue sur le circuit universitaire en cross-country. Puis après ça, il y a eu la progression. Après ça, j'avais eu mon traumatisme crânien. Puis à ce moment-là, je trouvais que, comme que j'avais expliqué tout à l'heure, ça a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans avant de refaire les performances que je faisais avant le traumatisme crânien. Mais ça m'avait quand même créé une incertitude quand ça prend autant de temps que ça, de se dire, est-ce que je vais revenir à ce niveau de performance-là? Est-ce que je vais être capable d'en faire ces courses-là? Est-ce que le temps et l'effort que je mets va pouvoir mener à ces résultats-là au final? Puis, par après, dans les autres années, c'était comme revenu. En 2015, j'avais ressorti une course surprise en championnat canadien qui avait montré mon niveau de forme qui était le retour. Donc là, c'était comme un peu justement la Swiss Sunday, c'était OK, j'ai dû sauter une année à cause du traumatisme crânien, que j'ai pas pu concourir avec l'équipe. Ça m'a retardé dans mon cheminement, mais ça a quand même été quelque chose qui était grave dans ma vie. Mais au final, si j'avais pas sauté cette année-là, j'aurais pas pu courir avec l'équipe en 2016. J'aurais déjà terminé mes années universitaires avant ça, puis j'aurais pas vécu justement ce moment magique-là avec l'équipe. Donc, c'était comme un peu un pansement sur ce que j'ai pu vivre de difficile durant mon cheminement universitaire. Puis toi, Félix-Antoine, j'ai envie de te demander ce que cette victoire-là, précisément, ça représente pour toi, mais également pour le programme Rouge et Or, cette victoire de 2016. Oui, tantôt, on mentionnait que j'ai fait mes débuts comme entraîneur-chef en 2011. J'ai eu la chance d'avoir un bon groupe de jeunes motivés dès le début qui a embarqué dans le projet de se dire on va devenir un des meilleurs programmes. Donc, de voir que 5 ans après, c'était pas juste des belles paroles, on faisait pas juste rêver. Puis, le changement de culture, de dire on vise à être les meilleurs au Canada, en bout de ligne, ça avait payé. Tous les efforts que ces athlètes-là ont fait pendant des années. Oui, la cohorte de 2016, mais 2011, 12, 13, 14, 15 aussi, ces athlètes-là qui ont contribué à la progression du programme méritaient une partie de la victoire de 2016. Puis c'est sûr qu'après les nombreux succès sur la scène nationale, le recrutement est plus facile. Arriver avec un projet de dire on veut être dans les meilleurs au pays, tout le monde y croit un peu plus parce qu'on l'a démontré, puis on a démontré qu'on est capable d'y arriver. Donc, assurément que ça a été un des moments forts de ma carrière, principalement de par le fait que c'était un peu l'aboutissement d'un projet de 5 à 6 ans. Là. Fait que oui, c'est des moments que je vais jamais oublier. Puis personnellement, ça a été des mois intenses parce que quelques mois avant le début de la saison, comme entraîneur, j'ai été pour la première fois aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Fait que j'ai vécu là une période été-automne assez spéciale dans ma carrière de voir l'expérience des Jeux olympiques avec Charles-Philibert Thibouteau, paralympique avec Guillaume Ouellette, puis là, une victoire nationale universitaire. C'est des mois où il y a eu beaucoup de belles émotions. Une belle année, disons. Félix-Antoine, Emmanuel, à jamais vous serez identifiés comme des artisans de la première victoire du championnat canadien de l'histoire du club de cross-country. Merci d'avoir plongé dans vos souvenirs de cette conquête aujourd'hui. Merci. Salutations à vous tous à l'écoute. N'hésitez pas à partager cette publication-là si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage dans le temps dans la voûte Rouge et Or. Ciao!